Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, qui me fait vibrer, qui m'anime au quotidien, la communauté. Parce que dans ma précédente vidéo sur les DNVB, je vous ai parlé de ça, mais j'ai finalement pas eu l'occasion de vraiment développer le sujet. Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est une communauté et pourquoi c'est si important. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une communauté? Une communauté, c'est un ensemble de gens qui partagent des goûts, des valeurs, des opinions semblables et qui s'identifient à une tribu qui leur ressemble. Ça peut être par exemple un club de football, un parti politique, une communauté de marque, comme dans le cas de Bungle, mais ça peut aussi être simplement une famille, ou des gens qui partagent un lieu de vie, une boulangerie, un quartier, une ville, etc. Finalement, on fait tous partie de plusieurs communautés, qu'on s'en rende compte ou non, et souvent, c'est un peu comme une sorte de cercle qui se chevauche. Moi, par exemple, je fais partie de la communauté Bungle, je fais aussi partie de la communauté des entrepreneurs. J'aime bien ma ville, Paris, donc peut-être que finalement, je m'identifie aussi comme un Parisien. Ce serait peut-être ça aujourd'hui mes trois communautés. Comment s'est créée la communauté Bungle? Pour Bungle, tout a commencé en 2007. Avec Benoît, on a créé un blog autour de l'idée simple que tout le monde a le droit de se sentir bien dans ses pompes, bien dans ses vêtements. Et autour de cette idée simple de se dire que la mode, ça pouvait être quelque chose qu'on partage, que les marques, elles pouvaient être proches de leurs clients, qu'un média pouvait être pédagogue et pas la solde des marques, donc respecter son audience et être transparent avec elle, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui se sont fédérés autour de ces idées et qui se sont mis à interagir avec nous. Et il y a une sorte d'effet miroir qui se produit, où plus on s'engage autour de valeurs et d'une vision du monde, plus il y a des gens qui viennent et qui alimentent nous aussi notre vision. Et quand ça fonctionne, quand il y a suffisamment de gens qui s'intéressent à un sujet et quand la vision elle est suffisamment forte, ça fait un effet boule de neige et ça crée une communauté. Et cette boule de neige, elle s'est accélérée. Parce qu'on s'est mis à répondre à chaque commentaire, à chaque mail, toujours avec une forme de respect, d'écoute, de bienveillance. On n'a jamais voulu être professoral, on a plutôt voulu être le bon copain, le coach qui se met au même niveau des gens et qui les aide à progresser. Parce que nous aussi, on progressait au même moment grâce à toutes ces questions auxquelles on répondait. Et comme en fait les gens ils se sont mis à se rendre compte qu'en face d'eux ils avaient des humains et pas simplement un média froid, une salle de rédaction obscure, il y a des liens sociaux qui se sont créés. Et ça a encore renforcé cette boule de neige. Et c'est comme ça qu'un petit blog artisanal qui faisait 10 à 15 000 visiteurs uniques chaque mois est devenu le premier média de mode masculine. Aujourd'hui, certains mois, on compte pas loin d'1 million d'utilisateurs. Mais ça s'est pas fait comme ça, on y a passé un temps fou, simplement parce que ça nous faisait plaisir et qu'on avait de la passion pour aider chaque personne qui nous posait une question, qui nous envoyait un commentaire. Et à force de consacrer des samedis soirs, des dimanches matins, parfois des nuits à répondre à tous ces commentaires, et finalement d'aider année après année des millions de personnes, eh bien Bungle c'est devenu un vrai mouvement, une vraie communauté. Et nous, à titre très personnel, on s'est fait aussi plein d'amis extraordinaires. On a assisté à des mariages, parfois en tant que témoin, et on continue d'avoir plein d'amis dans le monde entier qu'on a découvert un jour parce qu'ils nous lisaient et qu'il y a une petite interaction sociale qui a démarré. Une communauté, comment on la mesure? C'est une question qu'on nous pose à chaque fois et je ne sais jamais vraiment répondre. Parce que finalement, tout dépend de ce que vous définissez comme une communauté. Moi, je ne sais pas si une communauté, ça commence quand une personne se connecte, ou si elle commence quand une personne envoie un mail, ou qu'elle y reçoit une réponse et qu'il y a un échange qui se crée, ou quand elle devient cliente de la marque de vêtements. Je ne me pose pas forcément la question au quotidien, mais ce qu'on peut dire concernant Bungle, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 240 000 emails de gens qui reçoivent chaque semaine notre newsletter et qui souvent interagissent avec nous, répondent avec des questions. D'ailleurs, faites le test. Quand vous répondez à la newsletter, vous avez toujours une réponse derrière. Si par exemple c'est moi qui l'envoie, c'est moi qui vous réponds en personne. En ce qui concerne les clients, on peut dire qu'aujourd'hui on en a plus de 50 000. En plus c'est chouette, souvent ils sont super fidèles. En général il y a 70% des gens qui recommandent derrière. Mais ce qui est sûr c'est que pour moi, une communauté, c'est pas simplement un compteur de likes ou un compteur de gens qui se connectent dans un mois. C'est pas parce que quelqu'un à un moment va se connecter ou va mettre like ou abonné ou follow sur un des réseaux sociaux que c'est une communauté. D'ailleurs, à une époque, on pouvait très facilement atteindre plusieurs centaines de milliers d'abonnés à une page Facebook, simplement en achetant ces fameux likes. Encore une fois, une communauté, c'est pas juste un compteur et une donnée comme ça, c'est une somme de personnes, d'individus qui sont tous uniques, avec des passions, des rêves. Et ils sont rassemblés parce que justement, ces passions et ces rêves, ils concordent avec les nôtres et avec ceux du reste de la communauté. Donc une communauté, il ne faut surtout pas la réduire à un chiffre tout bête. Quels sont les avantages d'avoir une communauté? Moi je dis souvent qu'une communauté, c'est un peu comme avoir une sorte de super pouvoir. Mais attention, avoir un super pouvoir, c'est pas pour en faire n'importe quoi. Comme l'a dit Monsieur Parker, l'oncle de Spider-Man, avoir un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il n'empêche qu'il y a plein de super pouvoirs qui sont assez cool.
Déjà, avoir une communauté, c'est avoir des gens qui vont vous défendre quand à un moment des personnes vont par exemple troller le site ou qui vont par exemple vous remonter quand il y a des bugs. Des gens aussi qui vont vous soutenir quand ils se rendent compte que pour vous, à ce moment-là, c'est difficile dans l'entreprise. Par exemple, Bonne Gueule, en septembre et en octobre dernier, c'était particulièrement compliqué parce que on avait une énorme surcharge de travail, on avait de nouveaux systèmes informatiques à déployer, on avait aussi l'été indien qui nous causait beaucoup de stress parce que les mailles et les manteaux qu'on était en train de payer, elles ne se vendaient pas. Heureusement, ça s'est amélioré après. Et finalement, toutes les petites tapes dans le dos, tous les petits encouragements que vous pouvez recevoir, eh bien, c'est un vrai super pouvoir parce que c'est ce qui vous fait tenir au quotidien, c'est ce qui vous fait lever le matin, c'est ce qui donne du sens en fait à votre projet. Vous vous dites, chouette, je suis pas seul et le travail que je fournis, il compte pour des gens. Et franchement, j'insisterai jamais assez là-dessus, vous imaginez pas à quel point c'est important. Tous ces petits encouragements et ces petites remarques positives, nous, quand on les reçoit, on les transmet aussi à l'équipe. Et ça aussi, ça leur donne du sens à eux, ça leur donne beaucoup d'énergie et ça leur donne envie de toujours mieux faire au quotidien. Parce qu'en face d'eux, ils se disent pas j'ai un utilisateur anonyme, ils se disent j'ai une personne qui s'appelle Marc, qui s'appelle Toufik, qui s'appelle Martin. Et ces gens-là, quand on leur donne un visage et qu'on voit qu'ils kiffent ce qu'on fait, on a envie de leur donner la terre entière. Et finalement, il n'y a aucun moment où on se dit je travaille trop, ou j'aime pas mon travail, ou je comprends pas la finalité. Ça devient vraiment une mission que vous embarquez au quotidien. Et le matin, la première pensée que vous avez, c'est de vous dire comment je vais les aider tous ces gens-là, parce qu'ils ont mis beaucoup de responsabilités entre nos mains, et aujourd'hui c'est à nous de les servir. Un autre super pouvoir d'avoir une communauté, c'est que ça... Un autre super pouvoir d'avoir une économie... Un autre super pouvoir de la communauté, c'est que plus il y a de gens qui vous découvrent, plus il y a de gens qui vous découvrent. Ouais, il y a vraiment un effet boule de neige qui se crée parce que quand vous servez bien les gens, quand vous êtes à leur écoute, quand vous faites en sorte de toujours leur proposer les meilleurs services possibles, en fait, vous vous faites une place dans leur cœur et ils ont envie de vous aider et ils ont envie de parler de vous. Et aujourd'hui, c'est plus de 30% des gens qui découvrent Bonne Gueule qui le font parce qu'une personne de la communauté leur en a parlé. Pourtant, parfois, certaines personnes nous disent « Mais les gars, vous vous rendez pas compte, tout cet argent que vous avez en salaire de rédacteur pour entretenir un média et une communauté, vous pourriez le mettre dans la qualité des vêtements et faire des rapports qualité-prix encore meilleurs. » Et moi, je leur réponds « Mais vous vous rendez pas compte ? L'argent qu'on met dans le média, finalement, c'est rien du tout comparé à ce qu'on devrait mettre dans des publicités Facebook, des publicités Google, des publicités dans les abribus, pour générer une audience qui découvre nos productions. Une marque classique, c'est à peu près 20 à 30% de son chiffre d'affaires qu'elle doit investir dans de la publicité payante. Nous, grâce à un média qui a un coût fixe, et grâce à la communauté du coup qui en découle, on arrive à faire plafonner ces dépenses publicitaires à 5, 6, voire parfois 7% certains mois de notre chiffre d'affaires global. Et donc finalement, la communauté, c'est ce qui nous permet de faire des vêtements qui sont moins chers. La communauté, c'est aussi une énorme boîte à idées au quotidien. Chaque jour, on reçoit plusieurs dizaines de suggestions. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a eu l'idée de mettre l'agenda des sorties sur la homepage de bonnegueule.fr, ou bien qu'on a eu l'idée de développer des Henley, ou bien qu'on a l'idée de faire tout un dossier sur le mariage parce qu'on n'imaginait pas que le sujet était aussi fortement demandé. Et c'est sûr que certaines de ces idées, on aurait peut-être pu les avoir tout seul, mais sans doute on les aurait eu beaucoup plus tard aussi. D'autres fois, on ne se rend pas forcément compte de à quel point une idée peut être réellement souhaitée, demandée par la communauté. Donc, toutes vos remarques au quotidien, nous, ça nous alimente vraiment et ça nous permet de prioriser toutes les choses qu'on fait et de sortir des projets auxquels on n'aurait simplement jamais pensé. Et à l'inverse, nous aussi, on ne se prive pas de vous solliciter. Par exemple, quand on fait des sondages, on a toujours 2000, 3000, 4000 réponses. Ça nous donne une information géniale. Et cette information, si on devait payer par exemple des instituts de sondage pour l'avoir, ça nous coûterait des fortunes. Alors que là, on sait exactement ce que vous voulez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Autre exemple, on a créé un channel spécial dans notre réseau social d'entreprise avec les 200 meilleurs clients et 200 personnes les plus actives sur le média ou dans les boutiques. Et ça aussi, c'est un truc génial. Au quotidien, on a des gens qui nous posent des questions, qui nous soufflent des idées et qu'on peut solliciter. C'est un super pouvoir de fou quand même. Et pour en revenir à cette phrase que j'aime beaucoup, un grand pouvoir implique une grande responsabilité, eh bien sachez qu'avoir une communauté, c'est extrêmement responsabilisant. Nous, on est une entreprise familiale, c'est-à-dire que Benoît et moi, c'est notre entreprise, on l'a construite, on a distribué un petit peu de capital à des Business Angels et un petit peu de capital à des collaborateurs aussi. Et Benoît et moi, autant nous n'avons pas des investisseurs qui peuvent influer sur notre stratégie, parce qu'on détient encore la très très grande majorité du capital social de l'entreprise, autant on est super content d'avoir une sorte de méga assemblée d'actionnaires qui sont notre communauté
et qui chaque jour, dès qu'il y a quelque chose qui leur paraît bizarre, qu'ils ne comprennent pas, ou un moment parce qu'on a peut-être pris une mauvaise décision, bah, ils n'hésitent pas à nous le rappeler. Et ça, c'est génial, c'est une sorte de vigie que vous avez constamment, une sorte de boussole positive et bienveillante qui guide nos pas. Donc nous, la communauté, on le voit comme un super rétro-contrôle, on est hyper content de l'avoir. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des risques d'avoir une communauté? Et effectivement, je vois 3 choses importantes à signaler. La première, c'est que avoir une communauté, eh ben, ça ne doit pas être quelque chose qui mène à de l'enfermement, à de l'entre-soi. Nous, on a toujours eu le rêve d'avoir une communauté ouverte, où finalement, on a un certain nombre de valeurs, on a une certaine vision de la société et de ce que doit être la mode, et libre à chacun de s'associer à nous et de venir nous voir et de nous poser des questions et d'entamer un dialogue. Tout l'inverse de communautés qui seraient un petit peu sectaires, un petit peu renfermées sur elles-mêmes, ou alors où il y aurait une sorte de barrière à l'entrée. Donc une communauté, oui, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose de totalement clivant pour d'autres personnes qui finalement pourront en avoir besoin, mais vont elles-mêmes s'interdire de venir vous voir parce qu'elles se sont dit, tiens, ils sont bizarres, ils s'enferment totalement dans leur délire technique, ceux-là. Deuxième point important, c'est pas parce qu'on a une communauté qu'on doit s'auto-censurer et qu'on doit arrêter d'innover. Il y a trop de fois où dans l'histoire de Bonne Gueule, on s'est dit « Ah mais tiens, si on fait ce projet, il y a telle ou telle personne de la communauté qui risque de pas apprécier, ou telle autre qui risque de faire une levée de bouclier, ou de flipper parce que d'un coup on se met à ouvrir, je sais pas moi, une boutique, ou bien à faire plus de vêtements, ou bien à faire des pièces un petit peu plus lookées. » Et je trouve que c'est trop dommage parce que ça tue l'innovation, ça tue la prise de risque. Faudrait pas qu'on en arrive là. Et au final, cette communauté, même quand à un moment il y a des choses qu'elle ne comprend pas sur le moment, faut aussi savoir l'emmener, parce que si vous avez une vision forte, et si vous dites au fond de vous, c'est la bonne marche à suivre, et voilà, faut être un petit peu serein, et puis il faut prendre le taureau par les cornes, et il faut y aller. Par exemple, quand on a ouvert la première boutique, on a des gens qui nous ont dit, vous ouvrez une boutique, ça coûte cher, donc le prix des vêtements va augmenter. Mais nous, au fond de nous, on savait très bien qu'ouvrir une boutique, c'était plutôt une manière de ne pas avoir à payer des colissimos, des retours, du packaging, des frais de manutention. Et in fine, les boutiques, ça nous a encore rapprochés de la communauté, parce que ça a créé un lieu de rencontre dans le monde physique. Moi, j'aime bien dire que le lieu, c'est du lien. Et cette boutique, finalement, elle nous a permis d'augmenter nos volumes et d'être un canal de distribution à la fois plus efficace et qui nous a permis de gagner des économies d'échelle sur les vêtements, donc de les faire moins chers. Autre exemple, quand on a fait notre première campagne de pub dans le métro, enfin la première c'était la seule aussi, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit j'aime pas ce que vous faites en publicité parce que Bonne Gueule, j'aimais bien que ce soit ma petite chose à moi, et si demain il y a plus de gens qui découvrent vos vêtements, je me sentirai moins dans la communauté. Mais nous, encore une fois, c'est pas ça notre vision de la communauté. On n'est pas un business qui cible des happy few, on n'est pas une sorte de petite chose réservée à quelques chanceux. Nous, on a toujours vu une mode inclusive, et s'il y a plus de personnes qui ont envie d'acheter nos vêtements, on se dit tant mieux, ça permet de pousser le consommateur mieux, notre vision de la responsabilité sociale et environnementale, notre vision du style, et c'est tant mieux. Et c'est pour ça que de plus en plus, on écoute la communauté, mais on arrête d'avoir peur. Troisième sujet autour des risques d'avoir une communauté, c'est ce que j'appelle les ZAC. ZAC, c'est le petit nom qu'on a donné à un lecteur qui est toujours un petit peu compliqué à gérer. C'est souvent quelqu'un qui nous a découvert il y a longtemps, mais qui s'est mis à développer une sorte de relation d'amour-haine avec Bonne Gueule, un peu comme s'il n'assumait pas d'avoir appris ce que c'est un jean en toile japonaise ou d'avoir appris à choisir la bonne taille d'une chemise chez nous, et qu'il aurait besoin de tuer le père, quelque part de critiquer Bonne Gueule tout en continuant à nous lire, juste pour s'auto-convaincre qu'il est passé à autre chose et que c'est devenu un super consommateur et un pro du style. Alors bien sûr, la plupart de nos anciens lecteurs, ça ne devient pas des ZAC. Ça devient des gens qui portent encore plus haut ces valeurs de partage, qui deviennent aussi les experts en mode auprès de leur propre cercle social et qui respectent finalement ces valeurs de mode inclusive, de mode qui fédère autour de valeurs positives. Mais les ZAC, c'est cette petite portion qu'on a toujours là. Souvent, le moindre truc qu'on fait, c'est eux qui vont hurler en premier. Et parfois, ils vont représenter 10, 20, 30% des commentaires. Alors finalement, c'est peut-être 1% des gens. Après, ces ZAC, ils ont quand même une sorte d'utilité sociale. C'est un peu comme le barde du village de Obélix et Astérix. Ils vont peut-être identifier plus en amont des sujets de crispation de la communauté. Et nous, ça va nous rendre un petit peu plus alertes. Mais il faut quand même pas qu'il y en ait trop. Et souvent, il ne faut pas trop les écouter. Parce que si on écoute trop les ZAC, on arrête d'écouter toute la majorité silencieuse qui est très contente et qui aurait peut-être d'autres besoins. Une communauté, comment est-ce qu'on lui parle? En fait, une communauté, on lui parle un peu comme à un bon ami. On doit lui faire preuve de respect, on doit l'écouter, on doit parler avec transparence.
Il y a aussi une valeur souvent qui est sous-représentée chez les marques, mais aussi dans les interactions entre les personnes, c'est la vulnérabilité. Moi, je trouve que c'est assez cool la vulnérabilité. Quand il y a quelque chose dont on a un petit peu honte, ou quelque chose sur lequel on est en situation de faiblesse, ou sur lequel on sait qu'on doit progresser et apprendre, eh bien, moi, je trouve que c'est chouette de la partager. Parce que quand en face de vous, vous avez une personne ou une marque qui n'affiche qu'une image toujours parfaite, comme si tout baignait à chaque instant, bah, on sait tous que c'est pas très crédible, et on sait tous que les gens comme ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas vraiment. On a tous nos petites faiblesses, nos petits sujets, c'est ce qui nous rend humains, et c'est ce qui finalement fait que les gens nous aiment aussi pour ça. Mais voilà, on ne trouve pas assez de vulnérabilité chez les marques. Deuxième point important pour parler à sa communauté, il faut respecter le propos initial. Les gens qui étaient là au tout début, qui vous ont soutenu, vous leur avez fait une sorte de promesse, vous leur avez dit, ben tiens, j'ai une vision, vous avez la même, bah, portons-la plus haut, et toute cette aide que vous nous apportez en parlant de bonne gueule, en achetant nos vêtements, en nous soumettant des idées, eh ben, ça fait qu'on va grandir ensemble, qu'on va faire du chemin, et que l'image de la vie dans laquelle on croit, ben, on va la répandre, on va avoir une forme de bonne parole qu'on a envie de partager. Mais si, au bout de 13 ans, eh ben, vous dévoyez ça, ben, déjà c'est un manque de respect phénoménal, mais il faut aussi se rendre compte que toute cette communauté, c'est un édifice qui est fragile. La seule chose qui fait que finalement elle est rattachée à vous, c'est parce qu'elle partage vos valeurs. Et si demain elle ne les retrouve plus, ben, elle sera partie aussi vite qu'elle est arrivée. Ou plutôt beaucoup plus vite, hein, parce que bâtir une communauté, ça prend dans notre cas 13 ans. Je pense que la perdre, ça prend 13 jours. Et vous savez quoi? Si on vous perd, eh ben, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et enfin, il y a la notion de service. Nous, on a toujours cru dans le fait d'être au niveau des gens. On ne s'est jamais vu comme des rois, comme des empereurs d'une communauté, simplement parce qu'on en est à l'origine. On voit plutôt la communauté comme une sorte de démocratie avec un suffrage universel direct. Et aujourd'hui, ben, c'est nous qui sommes les présidents, les représentants, les porte-paroles de cette communauté. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et encore une fois, ben, pour reprendre le suffrage universel, si vous n'êtes pas content, ben, vous voterez. Et vous voterez avec vos pieds. Et vous aurez bien raison de le faire. À nous de rester à votre service, sinon on sait très bien que les gens partiront. Mais une communauté, une fois qu'on en a une, comment est-ce qu'on la fidélise et comment est-ce qu'on la fait grandir? Eh ben, c'est une question qu'on nous pose souvent, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire à part rester soi-même. Alors bien sûr, une communauté, il faut continuer à la surprendre, il faut continuer à innover. Si vous racontez la même chose pendant 13 ans, ben, c'est sûr que les gens ils vont un petit peu se lasser quand même. Mais tout en se renouvelant chaque année, il y a quand même des fondamentaux à respecter. Qui vous êtes? Le service que vous leur proposez, la promesse initiale, les valeurs initiales. Et puis dans le cas d'une marque, tout simplement, continuer à faire de la qualité dans les vêtements. Et parfois, il y a des très grands groupes ou des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs qui nous appellent pour qu'on fasse des cours auprès de leurs étudiants ou de leurs opérationnels sur les sujets des communautés. Et à chaque fois, ils nous disent qu'ils ont des moyens humains, financiers, mais à chaque fois, la réponse, elle est toujours la même de notre côté. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens. C'est simplement une question de patience, de transparence et d'alignement entre vos valeurs et celles des gens qui vous lisent. Parce que finalement, s'il y a trop de moyens, trop d'argent, eh bien une entreprise ou une personne, bah, elle arrête de se challenger. Elle se dit que tout est cuit, qu'il suffit de dépenser pour acquérir les gens et les fidéliser. Mais en vrai, c'est pas ça. Les gens, ils veulent simplement qu'on leur parle comme à des humains. Il faut simplement de la patience, de la transparence. Et si ça, on l'a pas, le message, il paraîtra tout de suite comme fake. Les gens, ils se rendent compte tout de suite quand la seule visée d'une entreprise ou d'une personne, c'est de défendre son agenda personnel ou son compte en banque. Et je pense au final que la bonne approche, c'est de se dire que dans une entreprise, le chiffre d'affaires, c'est pas l'objectif à atteindre, c'est simplement la conséquence. L'objectif, c'est servir à la communauté, et si vous le faites bien, moi je crois en une sorte de loi du karma qui fait que les comptes ils s'équilibreront tout seuls à la fin. Et maintenant, j'aimerais vous parler de 3 marques communautaires que j'adore. J'aimerais d'abord vous parler de Joyeux. Joyeux, c'est une chaîne de coffee shop dont la particularité, c'est qu'une partie du service en salle et je pense aussi une partie des préparations alimentaires sont réalisées par des personnes souffrant de maladies mentales. Il y a par exemple beaucoup de personnes trisomiques dans le staff de Joyeux. Et Joyeux, ils arrivent carrément à se développer parce qu'ils ont une communauté, parce que les valeurs dans lesquelles ils croient, ils en parlent et ils leur donnent une réalité. Et aujourd'hui, ils ouvrent carrément un énorme coffee shop sur les Champs-Élysées. Et moi, je trouve que la symbolique d'avoir un énorme café sur les Champs-Élysées qui soit tenu par une majorité de personnes, par exemple, atteintes de trisomie, c'est un message génial. Je pense que c'est ça la société qu'on devrait avoir. Et là, vous avez vraiment la force d'une idée et la force d'une communauté à l'œuvre. Autre marque communautaire que j'adore, Rapha. Rapha, c'est une marque d'équipements de vélo qui sont à la fois super beaux, super bien conçus. Ça va par exemple être des shorts cyclistes avec du gel, ou bien des maillots de corps avec des matières déperlantes et coupe-vent et super respirantes.
Et la particularité de Rapha, c'est qu'il s'appuie vraiment sur une communauté de cyclistes. Et dans beaucoup de capitales dans le monde, vous avez ce qui s'appelle des Rapha Cycling Clubs. C'est des sortes de petits cafés où en fait les cyclistes se retrouvent avant de partager soit une course, soit simplement une sortie du dimanche. Et ça permet de réunir des gens qui ont une passion commune pour le vélo, pour les grands espaces, pour le sport, d'où le bien-être, le partage. Et pour moi, Rapha, si je devais monter une marque de vélo, mais ce serait la marque que j'aurais rêvé de créer, quoi. Et une dernière marque communautaire pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, c'est Picture Organic Clothing. Picture, vous connaissez peut-être, c'est une marque qui a été lancée en 2008 à Clermont-Ferrand, qui aujourd'hui a vécu un fort développement. Et sa particularité, c'est que tous ces matériaux sont soit en coton bio, soit en polyester recyclé. Il y a toujours à la fois une dimension éthique, un design très cool, très ludique, parce que ce sont des vêtements qui sont faits pour l'outdoor ou pour les pistes de ski. Et ce qui est important de noter chez ces trois marques, et Bonne Gueule ne en fait pas exception, c'est que, in fine, ce qui fait que les gens vont consommer ces produits et en parler autour d'eux, c'est presque même pas seulement la nature du produit. Alors bien sûr, le produit doit être bon, de qualité, il doit tenir sa promesse. Mais in fine, il y en aurait d'autres, peut-être des marques qui pourraient répondre aux mêmes problématiques. Mais ce qui fait que les gens vont acheter, c'est parce qu'ils adhèrent à une vision de la vie, une vision de la société, à un projet de ce que doit être une marque en 2020, d'un point de vue social, environnemental, et même sociétal, quoi, au niveau du pays dans lequel on vit. Et je trouve qu'il y a encore trop de marques qui passent totalement à côté ou qui s'inventent des faux messages. Et à côté, il y a toute une relève aussi de nouvelles marques ou d'anciennes qui se remettent à apprendre à communiquer en digital, qui portent de très très belles choses. Et je vous incite à aller découvrir ces trois marques-là. Donc Joyeux les cafés, Rapha le Cycling Club et Picture pour les vêtements de rando. Et finalement, ce serait quoi Bonne Gueule sans sa communauté? Eh bien, Bonne Gueule sans sa communauté, je suis même pas sûr que ça existerait. Parce que finalement, si on n'avait pas Ben, moi, l'équipe, la satisfaction au quotidien de pouvoir faire notre passion, de pouvoir mettre en place des actions dans lesquelles on croit, de défendre justement ce projet de vie, ce projet de société, on n'aurait jamais monté le site. Et à certains moments, si on ne vous avait pas eu, vous, pour nous encourager, pour nous dire on sait ce que vous traversez en ce moment, on vous soutient, peut-être qu'aussi on aurait jeté l'éponge, on aurait craqué, parce que merde, c'est difficile d'entreprendre. C'est pas un hasard s'il y en a beaucoup qui à un moment arrêtent au long du chemin. C'est pas un fleuve tranquille. Voilà, nous, à chaque fois qu'on pense à la communauté, on a vraiment cette forme d'émotion, de gratitude au fond de nous. À chaque fois que j'en parle, ça me fait même des petits frissons un peu aux yeux. Mais encore une fois, merci. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on fait. C'est pas grâce à nous, c'est avant tout grâce à vous. Et j'espère que dans 10 ans, on pourra continuer à vous dire merci. Merci d'être là, merci d'être les personnes que vous êtes. Merci au quotidien de poster un petit commentaire, d'en parler un petit peu autour de vous. Peut-être qu'à un moment, il y en a certains qui nous achètent un vêtement. Mais quelle que ce soit la relation que vous avez avec nous, merci pour ça. Si vous voulez nous mettre un petit message dans les commentaires pour nous dire on est là depuis telle année, il y a ça qu'on a aimé, ou aussi il y a ça qu'on aimerait que vous fassiez en plus ou différemment, là postez-les, un petit appel aux commentaires, laissez-nous ces messages. Je pense que ça fera aussi extrêmement plaisir à l'équipe. Et du coup, je vous dis à bientôt de l'autre côté et à bientôt dans les commentaires.